およそ300年の鎖国によって日本は独創的な江戸文化を生み出してきた。 Jusqu'au milieu du 19e siècle, le Japon était fermé aux étrangers et vivait replié sur lui-même. Seule la présence de quelques commerçants hollandais maintenait une fenêtre entrouverte sur le monde. Le pouvoir était exercé par le shogun, seigneur féodal qui gouvernait l'archipel dans la paix. En 1853, la flotte américaine commandée par l'amiral Perry menace d'ouvrir les ports par la force. Le shogun, impuissant, est alors contraint d'accepter l'ouverture du pays. Sclérosé par l'archaïsme, le régime du shogun s'effondre 15 ans plus tard. En 1868, l'empereur, qui ne jouait plus qu'un rôle symbolique et religieux, est rétabli dans tous ses pouvoirs. Il quitte Kyoto et s'installe à Tokyo, la capitale de l'Est. Le jeune empereur Meiji s'affirme très vite comme réformateur. Les usages vieillis et les préjugés des temps anciens sont abolis. La justice sera égale pour tous, l'intelligence et le mérite seront seuls honorés sous mon règne. En moins de 10 ans, une révolution pacifique va transformer le Japon féodal en un État capitaliste moderne. De nombreuses missions sont envoyées à l'étranger. Imiter l'Occident afin de devenir son égal est le mot d'ordre officiel. Pour le salut de l'Empire, le savoir sera recherché partout où il se trouve. En 1867, à Paris, le Japon participe pour la première fois à une exposition universelle. La découverte de l'esthétique et de l'art japonais a un retentissement considérable. Un grand mouvement apparaît en France et en Europe, le japonisme, qui aura une influence déterminante dans les milieux artistiques et littéraires. Dans sa maison de Giverny, Claude Monet expose ses estampes japonaises. Un autre collectionneur passionné, Vincent Van Gogh, écrit « J'envie les artistes japonais, l'aisance de leurs dessins. C'est une véritable religion qu'ils nous enseignent. C'est si simple. Ils vivent avec la nature comme s'ils étaient eux-mêmes des fleurs. Je m'exerce. Je voudrais être capable de dessiner comme eux. »
Tandis qu'en Europe, le Japon est à la mode, celui-ci se met résolument à l'école de l'Occident. On fait venir des professeurs français pour enseigner l'administration, le droit et l'art militaire. Des experts anglais pour créer une marine moderne. Des Allemands pour la médecine. Des Italiens pour les beaux-arts. Des Américains pour le commerce. Le Japon s'initie aux derniers acquis de la civilisation occidentale. À contre-courant du mouvement de modernisation, un Français entreprend ce long voyage pour découvrir l'ancien Japon. Il s'est fait confier une mission officielle. Lettre de recommandation adressée par le ministre des Affaires étrangères. M. Émile Guimet, savant français, et M. Régamet, peintre, envoyés par le ministère français de l'Instruction publique, sont chargés d'étudier les religions du Japon. Je vous recommande de recevoir ces deux honorables voyageurs avec toute politesse et bienveillance. Émile Guimet est un passionné d'archéologie, d'histoire des religions et compositeur de musique. Riche industriel lyonnais, il se sent responsable du bien-être et de la culture de ses employés. Dans la maison familiale, il collectionne les antiquités ramenées de ses premiers voyages en Égypte, en Grèce et en Afrique du Nord. Après avoir participé à des congrès orientalistes, Émile Guimet décide de visiter l'Extrême-Orient. Lorsque j'ai entrevu la côte japonaise, après 23 jours de traversée depuis San Francisco, j'ai été envahi par la joie de toucher enfin à ce pays fantastique que les récents événements politiques et les nouveaux moyens de locomotion ont tout à coup mis à notre portée. Il débarque à Yokohama en 1876, accompagné du peintre Félix Régamet, embauché comme dessinateur. Nous sommes au pays des rêves. Ce que nous en connaissions par les images est bien loin de la réalité. C'est un enchantement perpétuel. L'âge d'or, ni plus ni moins. L'admiration que j'avais d'avance pour le pays est totalement dépassée. J'assiste aussi à la fin d'un monde merveilleux, artistique, poétique, plein de douceur. Je vois ce monde sombrer dans le fatras de la civilisation occidentale. Les Japonais se sentent appartenir à la nature au même titre que les minéraux, les végétaux, les animaux. La nature est un sanctuaire dont les divinités sont présentes partout.
nous constatons que la religion primitive est toujours vivante. C'est le Shinto, simple, pur et grave, la voix des divinités. Le Shinto s'exprime dans l'art comme dans la vie quotidienne et insiste sur la pureté rituelle. Au mont Fuji, nous avons rencontré des pèlerins. Ils rendent hommage à l'ancien volcan, vénérable divinité Shinto, immaculée, éternelle, que seules les âmes pures ont le droit de gravir. L'enceinte de la montagne sacrée était interdite aux femmes, mais une Anglaise intrépide en a récemment entrepris l'ascension. Pour les autorités japonaises, la mission officielle d'Émile Guimet doit être accomplie scrupuleusement. Il est invité à visiter des sanctuaires et des temples en compagnie de guides et d'interprètes. J'ai demandé au prêtre qui a créé le ciel et la terre. Il me raconte le mythe Shinto de la création du monde. Au commencement, il y avait un Dieu qui a créé deux autres dieux. À eux trois, ils ont créé le ciel et la terre. Ils ont ensuite donné naissance au premier homme et à la première femme qui eurent pour enfant le soleil, la déesse Amaterasu. Le gouvernement Meiji se sert de la mythologie pour renforcer le pouvoir de l'empereur et le déifier. L'ancien rite Shinto de la maison impériale est à nouveau célébré au sanctuaire d'Ise. L'empereur et le peuple japonais sont déclarés descendants directs du soleil. Ni, soleil. Hon, racine. Nippon, le pays du soleil levant. Par décret du gouvernement Meiji, le disque solaire devient l'emblème du drapeau national. On m'a raconté que l'inauguration du chemin de fer fut un grand événement. La divinité solaire semblait descendre du ciel, tout exprès pour prendre le train. C'était comme un hommage solennel rendu par les anciennes traditions aux divinités nouvelles qui mènent le monde. Le Shinto consacrait les découvertes de la civilisation. Ce fut la dernière fois que le fils du soleil mit en public un costume traditionnel. Il adopta aussitôt les modes européennes.
Le gouvernement décrète l'égalité de tous les citoyens. Les samouraïs doivent renoncer au port des 2 sabres et du chignon, signe distinctif de leurs privilèges. Ils deviennent les cadres de l'armée et de l'administration impériale. Humiliés par la supériorité des Occidentaux, ils ont la volonté de rattraper leur retard et répondent au nouveau mot d'ordre: un pays riche et une armée forte. Avec la suppression de la caste des samouraïs, les arts martiaux vont être pratiqués par tous. L'éthique des samouraïs, idéal proposé à tous les citoyens de l'ère Meiji, sert de ferment au nouvel impérialisme. Le sens du sacrifice, de la discipline et de la fidélité exalte la loyauté absolue et le respect des supérieurs. Le Japon de l'ère Meiji prend ses modèles parmi les héros du passé. Au Japon, le héros national n'est pas un homme. C'est un groupe d'hommes. Un groupe de 47 samouraïs qui vivaient au XVIIIe siècle. Ils incarnent l'âme nippone. J'ai appris que l'empereur, dès son arrivée à Tokyo, est venu ici s'incliner sur leur tombe. Ces samouraïs avaient juré de venger la mort de leur seigneur, qui avait été condamné injustement à la suite d'une provocation. Après 2 ans d'épreuves, de ruses et de renoncements, ils réussirent à décapiter le responsable de la mort de leur maître. Malgré cet acte d'héroïsme, ils furent tous condamnés à faire harakiri, le suicide rituel. Le plus jeune avait 15 ans, le plus âgé 77 ans. Aujourd'hui, les vieux samouraïs ont du mal à s'adapter aux nouvelles conditions de vie. On rend les étrangers responsables des grands bouleversements du pays. Un profond sentiment nationaliste et xénophobe s'éveille dans l'archipel.
Malgré les apparences, la vie des campagnes est loin d'être tranquille. Les paysans se révoltent car la création d'un impôt nouveau les frappe durement. Les fermiers doivent payer pour la modernisation de l'Empire sans en bénéficier. Près de Tokyo, le grand Bouddha de Kamakura nous apparaît dans son calme, dans sa majesté puissante. Ce Bouddha a une Olympe dans le corps. Il a des chapelles dans les reins et dans les coudes, des sanctuaires dans les épaules. Un dieu veille dans sa tête. On peut faire l'autopsie de ces viscères symboliques et l'on trouve que les organes de ce Bouddha sont précisément les organes du bouddhisme. Pour le Bouddha, l'éveil est l'acte essentiel de la vie. L'homme qui l'ignore dort comme s'il était déjà mort. Le maître est éveillé et vit déjà dans l'éternité. L'enseignement du Bouddha avait été introduit au Japon au VIe siècle. Les princes l'avaient adopté comme religion d'État. À cette époque déjà, le pays avait su assimiler les institutions et les connaissances chinoises sans perdre sa propre culture. Pendant plus d'un millénaire, une symbiose s'est opérée entre le bouddhisme et les cultes animistes. Le bouddhisme et les rites shinto étaient pratiqués conjointement. Au moment du voyage d'Émile Guimet, le gouvernement prend des mesures pour revenir à la pureté du shinto primitif. Il extirpe les influences bouddhistes présentes dans les sanctuaires shinto.
les temples bouddhiques sont saccagés et leurs trésors détruits. Nous sommes allés visiter la nécropole des shoguns à Nikko. Certains temples sont devenus les garde-meubles des dieux. Le Shinto envahissant y a refoulé toutes les sculptures bouddhiques. Ces circonstances permettent à Émile Guimet d'acheter une importante collection d'objets rituels et de manuscrits qu'il expédie en France. Le moine m'explique certains symboles. Chaque doigt de la main représente un élément. Le pouce représente l'espace, l'index, l'air, le majeur, le feu, l'annulaire, l'eau et l'auriculaire, la terre. Avec l'index et le majeur levé, c'est un des gestes les plus puissants, car c'est la réunion de l'air et du feu. Nous sommes touchés par la simplicité et la sobriété des habitants de ce pays. Nous sommes étonnés par le charme, l'élégance et l'harmonie que nous rencontrons partout. Le respect de la nature leur permet d'aborder l'art avec goût. Dans l'ikebana, l'art du bouquet, on retrouve la conception shinto de 3 plans du monde. L'arrangement des fleurs indique le ciel, l'homme et la terre. Les grands peintres d'estampes sont morts.
mais il y a évidemment des héritiers. Nous avons remarqué des œuvres pleines d'esprit. Nous décidons d'aller rendre visite à leur auteur, le peintre Kyosai. Pendant que Regame le dessine, Kyosai exécute d'une main rapide le portrait de son portraitiste. Je lui ai commandé plusieurs peintures. On m'a proposé d'aller voir La Belle Hélène d'Offenbach. Mais j'ai préféré découvrir un théâtre que je ne connaissais pas. La représentation dure souvent toute la journée et une partie de la nuit. Ici, le vieux Japon continue à vivre. Les familles entières assistent au spectacle. Le narrateur est l'intermédiaire entre les acteurs et les spectateurs. À lui tout seul, il est le cœur antique. Le Shakespeare japonais, Shikamatsu, disait que l'art du théâtre se situe dans l'espace qui sépare un mensonge qui n'est pas un mensonge d'une vérité qui n'est pas la vérité. On peut voir de véritables chefs-d'œuvre à partir d'affaires d'adultère et de suicides d'amants contrariés. Les mêmes pièces sont jouées au théâtre de poupées et au théâtre populaire, le kabuki. Le kabuki mêle drame et bouffonnerie. Comme dans la commedia dell'arte, les costumes et le maquillage sont des langages codés. Le rouge au coin de l'œil est la marque du jeune premier. Ki
Est-ce que la musique japonaise serait comme les œuvres des grands maîtres, qu'il faut entendre plusieurs fois pour y trouver du charme? Il me semble que je m'habitue à ce que j'entends. Je prends goût aux dissonances, et je serai bientôt prêt à en apprécier les sonorités. Nous sommes partis pour Kyoto, par la route du Tokaido. Nous avons abandonné l'usage du palanquin. C'est un moyen de locomotion aussi pénible pour les porteurs que pour les clients. Nous avons établi de bonnes relations avec les hommes qui nous convoient en pousse-pousse et partageons leur vie. Depuis que le gouvernement a décrété la liberté de voyager, les Japonais circulent beaucoup, mais il est difficile d'élargir la route car les paysans refusent que l'on déplace les pierres sacrées. À Kyoto, nous éprouvons une sorte de vertige. Il semble que c'est au ciel que tout cela va aboutir et que nous sommes en route pour le paradis. Ici, les artisans qui travaillaient pour les samouraïs et les temples sont maintenant désœuvrés. Certains louent leurs services de village en village, d'autres se reconvertissent pour suivre les dernières modes ou fabriquent des objets de moindre qualité pour les vendre à l'étranger. Comme le Japon n'a pas encore d'usine à vapeur ou d'école polytechnique, il n'a plus confiance en lui-même. Il renonce à une foule de coutumes et d'idées qui faisaient sa force et son bonheur. Singulier signe des temps, nous voici reçus avec tous les honneurs possibles dans les lieux mêmes où, il y a quelques années, notre présence eût été inconcevable. Ma première question porte sur l'origine du ciel, de la terre et de tout ce qui nous entoure. On me répond que chaque chose n'est qu'une combinaison d'atomes infiniment subtils. En se réunissant les uns aux autres,
Ces atomes ont formé les montagnes, les rivières, les plaines, les métaux, les pierres, les plantes et les arbres. Alors, il n'y a aucun créateur du ciel, de la terre? Non. Le monde est créé par un rapport de cause à effet. Est-ce que les actes des hommes dépendent de Dieu? Non. Tout acte de l'homme s'accomplit par sa propre initiative, sans aucune intervention divine. Dans ce monastère, la formation des novices comprend une marche de 15 heures par jour pendant 3 mois. Ce pèlerinage se poursuit ensuite pendant 1000 nuits et 1000 jours sur une période de 7 ans. J'ai compris au cours de mes entretiens que le bouddhisme est d'une grande tolérance. Il accepte, dans les autres croyances, tout ce qui est grand et moral. Le grand prêtre m'a interrogé à son tour sur les religions d'Europe. Il me dit que si je voulais créer à Lyon une chapelle bouddhique, il m'en donnerait le mobilier. Je n'ai pas refusé. Saisi par la beauté du mandala sculpté du temple Todji, Émile Guimet exprime son désir d'en faire une réplique pour le musée qu'il a l'intention de créer. Un ensemble de 23 sculptures est exécuté à une échelle réduite. La soie devient une ressource économique de première importance, car une maladie du ver à soie a paralysé la production en Europe. Des ateliers de tissage moderne sont installés avec l'aide d'ingénieurs français. Émile Guimet établit d'excellentes relations avec les autorités Meiji
et recrute de jeunes Japonais pour travailler dans l'école orientale qu'il veut créer à Lyon à son retour de voyage. Celui qui n'a jamais été ensorcelé par le sourire charmeur d'une femme n'est qu'un Bouddha de bois, de bronze ou de pierre. Car de son vivant, le vrai Bouddha ne fut jamais insensible. L'école, qu'on appelle le Zen, prétend transmettre la quintessence de l'enseignement du Bouddha et affirme que sans Zen, il n'y a pas de bouddhisme. On m'explique que le Bouddha enseigne toutes sortes de doctrines, car il y a toutes sortes de pensées dont les êtres doivent se libérer. Si nous sommes libres des pensées, aucune doctrine n'est nécessaire. Je reviens du Japon avec les documents les plus complets et les plus importants sur les religions de ce pays. J'ai rapporté plus de 300 peintures religieuses, 600 statues, une collection de 1000 volumes soigneusement catalogués. Je ne m'attendais pas à une aussi belle moisson. Pour ses collections, Émile Guimet fait édifier un musée à Lyon qu'il définit comme une usine de sciences philosophiques. Transféré à Paris, ce musée des religions est inauguré en 1889. L'élite artistique, littéraire, scientifique et politique suit avec intérêt les visites, conférences et cérémonies qui y sont organisées. À une époque marquée par les idées de progrès et par le débat sur la séparation de l'Église et de l'État, le musée de M. Guimet suscite des polémiques. Après la cérémonie, le prêtre japonais a déclaré que Paris, centre de transmission des civilisations matérielles, se devait de devenir un centre de transmission des civilisations spirituelles. C'est ce que j'ai essayé de faire avec mon musée.